Bonjour, alors aujourd'hui on va se lancer sur un mini-cours. C'est une belle partie du programme d'algèbre, pas aussi copieuse que la réduction, mais quand même c'est une partie incontournable. On va faire l'étude des formes quadratiques. Alors c'est vrai que dans les livres, la plupart des livres de licence et même de master, qui attaquent les formes quadratiques, ils l'attaquent sous le biais de ce qu'on appelle l'algèbre bilinéaire, c'est-à-dire les formes bilinéaires. Mais, alors c'est élégant, effectivement, c'est très bien, mais nous, on l'attaquera d'une autre manière, par le biais des formes quadratiques. C'est peut-être moins élégant au départ, de toute façon, à la fin, tout va être équivalent, les deux théories se confondent. Mais personnellement, je trouve que par le biais des formes quadratiques, on comprend mieux ce que l'on fait et pourquoi on le fait. On commence tout de suite. D'abord, on va travailler sur R. Mais tout ce que je vais dire dans un premier temps peut être dit sur n'importe quel corps de caractéristiques différentes de 2. Bon, on en parlera. Donc, pour l'instant, ce serait pas mal de penser les choses sur R. Alors, on va partir d'une équation de degré 2 dans Rn. Qu'est-ce que ça veut dire une équation de degré 2 ? Vous allez tout de suite comprendre si je vous donne un exemple. C'est une équation dont tous les degrés sont inférieurs ou égaux, c'est une équation polynomiale, dont tous les degrés sont inférieurs ou égaux à 2, donc x2. Alors ici on est sur R3, donc vous avez trois variables, x, y, z. Là vous avez x2, xy, xz, y2, yz, z2, et puis vous avez ensuite, donc là on a passé en vue tous les termes possibles de degré 2, homogènes de degré 2, on va dire, et là on va avoir les termes homogènes de degré 1, et là le terme de degré 0. Et on veut résoudre une équation comme ça, c'est ce qui se passe par exemple avec les coniques, mais on est en deux variables, voilà. On sait résoudre l'équation de degré 2 à une variable, maintenant pourquoi pas à n variables. Donc voilà, on pousse un petit peu le bouchon dans ce sens-là, on garde le degré, mais on augmente le nombre de variables. Maintenant, ce que je veux dire dans un premier temps, c'est que résoudre cette équation revient à regarder des sections de cônes. Alors, je m'explique. Je vais rajouter une variable, ce qui va faire que je vais résoudre maintenant une équation dans R4 au lieu de R3, et j'ajoute une variable t qui va me permettre d'homogénéiser mon équation. Voilà, maintenant mon équation est homogène. Mais maintenant, je veux, donc imaginons que je sache dire des choses sur cette équation, et je veux retrouver l'équation de départ, eh bien, je coupe par l'hyperplan t égale 1, un hyperplan affine. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle faire une section, donc on a un cône comme ça, ici, et qui peut être réduit à juste 0, en tout cas, le quadruplé nul est solution, voilà. Maintenant, ça pourrait être que ça, et, mais si c'est plus, on a tout le cône qui va avec, on a un cône, et ensuite ce cône, on le coupe par un hyperplan. Évidemment, si c'est que le quadruplé nul, eh bien, quand on va couper avec l'hyperplan t égale 1, on va avoir l'ensemble vide. Mais sinon, on pourrait avoir des solutions. Alors, justement, toute l'histoire des formes quadratiques, elle débarque à ce moment-là, lorsqu'on dit, je me ramène à quelque chose d'homogène. Et donc, on va définir Q comme l'ensemble des fonctions f de R puissance n dans R, ce qu'on appelle généralement des formes, puisqu'on va dans le corps, qui sont des fonctions polynômes homogènes de degré 2. Donc des choses plutôt comme ceci, ou alors comme cela, jusque-là, d'accord ? Mais ça ne va pas être une forme quadratique a priori. D'accord ? Voilà, parce qu'il y a des termes qui sont non homogènes. Bien, et qu'est-ce qu'on va dire dessus ? Quand même, le but du jeu, c'est de résoudre des équations. Souvent en maths, les maths, c'est quand même une grande partie de résolution d'équations, et c'est ça la problématique de base. Donc, résoudre des équations. Mais qu'est-ce que ça veut dire, résoudre des équations ? Parce que quand il y a une infinité de solutions, comme ce qui peut arriver ici, parce qu'on est sur Rn,
il y a tellement de solutions qu'il va falloir les ranger et on va faire une classification de l'ensemble des solutions. Donc le but, maintenant, c'est de classifier les formes quadratiques afin de pouvoir classifier les ensembles solutions ici. Ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant et on comprend dès le départ ce que l'on fait. Sauf que classifier en soi ne veut rien dire. Donc on précisera, classifier c'est partitionner. Voilà. On va partitionner, on va dire, il va y avoir des formes quadratiques comme ceci, des formes quadratiques comme cela, des formes quadratiques comme ceci, cela. Bon, a priori, on va partitionner l'ensemble des formes quadratiques. Mais on va le partitionner en sachant comment on le partitionne. Donc il va y avoir une classification linéaire, il va y avoir une classification euclidienne sur R. Bon, et ça va être dans un deuxième temps. Là, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de la classification, on va juste regarder qu'est-ce que c'est qu'une forme quadratique, et étant donné que, de façon évidente, c'est un espace vectoriel, comment on va pouvoir lui associer des objets comme des bases, d'accord, des matrices, etc. D'accord, pour pouvoir faire au moins du calcul. A priori, ça c'est une fonction, mais cette fonction, on va lui associer des matrices et on va pouvoir faire du calcul matriciel. Et les solutions, eux, des équations, sont des objets géométriques. Ça va être des cônes, etc. Bien. Alors, dans un premier temps, avant d'attaquer ce que j'appelle le pentacle, on peut regretter d'être sur Rn, de travailler sur Rn. Parce que Rn, c'est pas n'importe quel espace vectoriel, c'est un espace vectoriel qui possède une base canonique. D'habitude, on travaille sur un espace vectoriel E qui n'a pas de base canonique. Donc, E, si c'est un espace vectoriel de dimension n, on va quand même appeler Q l'ensemble des fonctions f de E dans R qui sont polynomiales homogènes de degré 2. Mais est-ce que ça a un sens? Ça veut dire quoi, polynomial de degré 2? Ça veut dire que quand je vais fixer une base, je vais avoir E qui va s'assimiler à Rn par les coordonnées, et donc ma fonction va devenir une fonction de Rn dans R. Et je veux que cette fonction soit polynomiale homogène de degré 2. Mais attention, il ne faut pas que cette définition dépende de la base choisie. Mais oui, parce que si vous faites un changement de base, là ici, j'ai une fonction homogène, c'est dans une certaine base de R4, eh bien, je vais changer de base, je vais avoir des nouvelles coordonnées, mais ces coordonnées sont x' égale x plus 2y moins z plus t, voilà, bon, mais ces nouvelles coordonnées vont être homogènes de degré 1 en les anciennes coordonnées. Donc, finalement, le fait d'être polynomial homogène de degré 2 ne dépend pas de la base choisie. C'est-à-dire, dans la nouvelle base, ce sera encore homogène de degré 2. Alors, je vais vous présenter le petit pentacle qui va nous occuper une bonne partie du cours. C'est-à-dire, voilà, ici j'ai ma forme quadratique Q. Je vais lui associer une forme bilinéaire B. Réciproquement, à B, il faut que je puisse retrouver ma forme Q. Mais l'avantage, c'est que à B, je vais pouvoir lui associer une application linéaire de l'espace E dans le dual. Voilà. Et maintenant, cette application linéaire, ça y est, je vais pouvoir lui associer une matrice. Et inversement, la matrice, une application linéaire, etc. Alors là, bien sûr, ça demande, pour avoir une matrice, de fixer ici une base, d'accord, E, ici, et ici, une base du dual. Voilà, c'est de ça dont on va parler. Comment, en 3 coups, on va partir d'une forme quadratique et on va arriver à ce qu'on appelle une matrice symétrique. Ici, réelle, parce qu'on est dans R, mais tout ce qu'on dit pour l'instant
n'est pas spécifiquement réel. Il suffit d'être sur un corps de caractéristiques différentes de 2. Alors, allons-y. Ici, on part de Q de x, ici, et Q de x, c'est un polynôme homogène de degré 2, donc de la forme somme de aij, xi, xj. Comme c'est commutatif, je peux prendre i inférieur ou égal à j. Alors, je vais lui associer ce qu'on appelle une forme polaire. C'est une espèce de forme par diffraction. Alors, allons-y. Les termes xi carré, quand i égale j, je vais les transformer en xi, yi. Donc, c'est-à-dire que je vais créer, à partir d'une fonction de x, une fonction que je décompose en une fonction de x et y. Et si i est différent de j, je vais remplacer xi, yj par 1 demi de xi, yj plus xj, yi. Quel est le but? Le but, c'est que quand je vais poser x égale y, donc je vais avoir un objet qui va être linéaire à gauche, linéaire en x. Vous voyez, si vous fixez y, c'est linéaire en x. Et si vous fixez x, c'est linéaire en y. Donc je vais avoir un objet bilinéaire et tel que, quand je vais poser y égale x, je vais retrouver ma forme quadratique. C'est pour ça que je divise par 2 ici. Parce que ici, quand je vais poser y égale x, j'aurai bien xi, xj, plus xj, xi, et en divisant par 2, je retrouve bien xi, xj. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer cette flèche-là. C'est ce qu'on a fait déjà au début. On l'a fait juste sur ces éléments-là, et qui forment une partie génératrice de Q. Et Q, je lui associe B. Alors là, B est à 2 variables, et les 2 variables sont dans E. Là, dans une certaine base, eh bien, je vais avoir somme de AII, XI, YI, plus, alors là, ça c'est les termes diagonaux, on va dire, et plus une somme, alors là, IJ, alors I et J, là, sont plus comparés comme ici, mais on va diviser par 2, à cause de là, AIJ sur 2, XI, YJ. Voilà ma formule, mais on peut regretter que cette formule dépende du choix d'une base, dépende des coordonnées. Donc, on peut vérifier qu'on a une formule de la forme polaire qui ne dépend pas des coordonnées, b de xy égale q de x plus y, moins q de x, moins q de y sur 2. Comment le démontrer? Eh bien, il suffit de le faire sur une partie génératrice, c'est-à-dire les fonctions de la forme xi, xj, de l'espace vectoriel q. Alors, regardons sur i différent de j, d'accord? Donc on va prendre cette formule, on va faire x plus y, donc il faut regarder la ième coordonnée de x plus y, c'est ça, fois la jème coordonnée de x plus y, c'est ça, moins la ième coordonnée de x, jème coordonnée de x, et pareil pour y. Donc quand on fait ce calcul, on obtient xi, yj, plus xj, yi. Et quand on va diviser par 2, on tombe bien sur la formule désirée. Et pareil, si j égale i, évidemment. Et maintenant, comment retrouver q à partir de b? C'est simple, c'est fait pour. C'était justement de la diffraction, ce qu'on a fait. Eh bien, il suffit de poser y égale x, et là, on retrouve q de x. D'accord? Ça, vous pouvez le vérifier. Déjà, vous pouvez le vérifier ici, parce que ça fait q de 2x, mais comme q est homogène de degré 2, ça fait 4q de x, moins q de x, moins q de x, ça fait plus que 2q de x, et divisé par 2, ça fait q de x. Alors on voit qu'on a dû diviser par 2, c'est là qu'on comprend qu'il fallait être en caractéristique différente de 2 pour le cas général. Voilà. Alors, on garde le pentacle ici, c'est ce qui va nous servir de ligne directrice. On va faire le point là maintenant sur cette partie-là. Voilà.
les relations biunivoques entre Q et B. Alors je vous rappelle qu'ici on a les formes quadratiques et ici les formes bilinéaires symétriques. Allons-y. Je vais donner un exemple pour que tout le monde soit d'accord. Hein. On est sur R2, Q de X, donc sa forme générale c'est forcément AX1 carré plus B x1 x2 plus C x2 carré, où x1 x2 c'est les coordonnées de X. Et donc on va lui associer B. Alors vous voyez que vous avez deux formules. Une formule qui, elle, est indépendante du choix de base. Voilà, elle dépend directement de Q, elle va chercher Q à la source, et l'autre qui ne va pas chercher Q à la source, qui va chercher Q via les coordonnées. Alors, c'est bien de faire les deux, parce que ça, des fois, c'est pas très pratique. Alors que ça, quand on a des coordonnées, ben, c'est très pratique, c'est juste du strabisme, hein, si vous voulez. Le x1 carré devient x1 y1, le x1 x2 ben, devient x1 y2, mais il y a aussi x2, y1, donc on coupe la poire en deux, en quelque sorte, et le x2 carré devient x2, y2, et là, on a effectivement, vous pouvez le vérifier, une forme linéaire à gauche, donc linéaire en x, linéaire à droite, hein, puisque c'est homogène de degré 1 à droite, quand on fixe x, et qui est symétrique. Et donc, je vous rappelle cette double définition, une avec des coordonnées, et l'autre, bah, forcément, on est obligé de le faire sans coordonnées, comme ça, directement à la source. Alors, le théorème, c'est de dire que l'application, alors je vais la prendre de B dans Q, hein, ici, est un isomorphisme. Donc, bon, j'associe à B, donc une forme bilinéaire symétrique, une forme quadratique Q par B de XX. Alors d'abord, c'est bien défini. Il faut montrer que Q, c'est une fonction polynomiale homogène de degré 2. Ben oui, quand vous allez faire lambda x, là ici, donc Q de lambda x, ben, comme c'est bilinéaire, vous allez pouvoir mettre lambda 2 en facteur, et donc vous voyez bien que le polynôme est homogène de degré 2. Bien. C'est un morphisme. Bon, c'est assez clair que l'application qui à B donne l'application B de xx, c'est très facile de voir que c'est un morphisme d'espace vectoriel. Bien. Alors maintenant, je vais regarder le morphisme inverse. Le morphisme inverse, je le définis, on a vu, c'était la formule de la forme polaire, ce qu'on appelle la forme polaire. Bien. Alors, il faut montrer d'abord que le morphisme inverse est bien défini. C'est-à-dire que quand on prend Q ici, là on arrive bien chez les formes bilinéaires symétriques. Alors oui, pourquoi? Parce que d'abord symétrique, c'est évident que c'est symétrique. Bilinéaire, alors là c'est pas évident avec cette forme-là que ce soit linéaire en X, hein, que ça soit linéaire en X et linéaire en Y, mais quand on va prendre une partie génératrice de Q, de ça, donné par les fonctions xi, xj, eh bien, on regarde la forme polaire, on fait le calcul qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on retrouve ici xi, yj plus xj, yi sur 2, voilà, et on vérifie que c'est bien linéaire en x, quand on fixe y, et linéaire en y quand on fixe x. Voilà. Donc, le morphisme inverse est bien défini. Ensuite, il faut montrer que c'est bien un inverse à gauche, un inverse à droite. C'est-à-dire que quand on prend Q et qu'on trouve B associé à Q et qu'on reprend Q, ici, on retrouve le Q de départ. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre ma forme bilinéaire B qui va être Q de x plus y moins Q de x moins Q de y sur 2, et je vais faire ensuite y égale x. Donc ça me donne ça. Ben, comme Q est homogène, ici on a Q de 2x, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fait 4Q de x, donc ça fait, ici on va avoir 2Q de x sur 2, on retrouve bien Q. Donc maintenant on va montrer que c'est un inverse de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais prendre B, je vais calculer le Q associé, puis le B' en quelque sorte
associé au Q que j'ai trouvé, et il faut retomber sur le même B. Donc ça veut dire que je vais prendre B de x plus y, x plus y, donc c'est-à-dire ça c'est Q de x plus y, d'accord? Mais on est parti de B. Donc je fais B de x plus y, moins B de x moins B de y sur 2, d'accord, pour retrouver ici à partir de cette forme-là. Il faut que je retrouve B à partir de là. Eh bien oui, là je vais développer par bilinéarité. Je vais avoir B de x, B de xy, B de yx, B de yy, moins B de xx, B de yy. J'ai élimination évidemment là, là, là et là. Et c'est là que je dis qu'on a une forme bilinéaire symétrique, d'accord? B de xy est égal à B de yx, et donc ça fait 2 fois B de xy sur 2, ça fait B de xy. Bon, voilà, on a prouvé cette partie-là, hein, qui est la partie de base de la théorie, hein, c'est-à-dire qu'on a remplacé une forme quadratique, donc quelque chose d'homogène de degré 2, en quelque chose qui est 2 fois homogène de degré 1. Voilà. Donc on se rapproche du linéaire. Maintenant, c'est pas encore linéaire, c'est-à-dire de degré 2, c'est devenu bilinéaire, mais maintenant, on va vraiment en faire une application linéaire. Voilà. Donc ça, c'est le stade suivant. Alors maintenant, ce qu'on va faire sur notre petit synopsis, ça va être ça. On va aller de là vers là et de là vers là. D'accord? Et ensuite, il suffira d'aller, on va dire, de là vers là et de là vers là. Comme ça, on va pouvoir se balader dans notre petit pentacle, d'accord, et avoir ainsi toutes les interprétations que l'on veut de notre forme quadratique Q dans différents mondes. Et ça, on sait depuis Descartes que ça sert beaucoup. Alors, on va partir, donc maintenant, donc on va regarder cette partie-là, hein, soit psi qui va de B, donc ça je vous rappelle, c'est l'espace vectoriel des formes bilinéaires symétriques, hein, pour l'addition et la multiplication par un scalaire. On va lui associer une application linéaire de E dans E étoile, qui a B associe psi B. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est que psi B? Ben, ça va être une application de E dans E étoile, d'accord, qui a x donne psi B de x, pour l'instant j'ai rien dit. Donc psi B de x, ça doit être dans E étoile, donc ça va de E dans K, et à y dans E, ben on va lui associer psi B de x de y, et qui va être égal par définition à B de xy. Alors on va faire un certain nombre de vérifications. On va vérifier d'abord que psi B de x est bien dans E étoile, donc psi B est bien défini en quelque sorte. Ben oui, parce que en fait, le fait que ça soit linéaire, ça vient de la linéarité à droite de B, hein, parce que B était linéaire à droite. Bien. On veut montrer que psi B est bien dans L de E étoile, c'est-à-dire que psi est bien défini. Eh bien oui, parce que psi B, pourquoi c'est dans L de E étoile? Tout simplement parce que ici c'est linéaire en x, et ça vient du fait que B est linéaire à gauche, cette fois-ci. Ensuite, il faut montrer que l'application psi est linéaire, que c'est un morphisme. Alors oui, bon, ça c'est assez évident que quand on fait une combinaison ici de B, ici on va avoir une combinaison, donc une combinaison, la même combinaison ici. Ça c'est facile. Bien. Ensuite, on va avoir un problème de dimension, c'est-à-dire qu'ici ça va être de dimension n plus 1 sur 2, et ça de dimension n au carré. Donc on n'aura pas... c'est parce qu'on les a prises symétriques. Si on n'avait pas pris symétrique, on aurait un isomorphisme, voilà. Mais on a pris symétrique ici, donc on peut juste espérer une injection. Alors allons-y pour la psi injective. Comme on a montré que c'était linéaire, que psi était linéaire, il suffit de regarder le noyau,
Si psi b est égal à 0, alors quel que soit x, psi b de x est égal à 0, d'accord? Mais le 0 ici de E étoile, ce qui veut dire que quel que soit x et quel que soit y, psi b de x de y est égal à 0. Mais ça, par définition, c'est b de xy, donc ça veut dire que b de xy est nul pour tout x et y, et c'est que b est égal à 0. Voilà, donc ça vient juste des définitions. Voilà, on peut vraiment identifier ces éléments-là à des éléments de L, de E étoile. Alors ça c'est bien parce que on a une application linéaire maintenant de E dans E étoile, et ça on connaît les applications linéaires. Les applications linéaires, on sait leur associer des matrices, à condition qu'on ait une base. Donc on va fixer une base de E et une base de E étoile. Une base de E, on va prendre petit e, une base de E, et une base de E étoile, on va en avoir du coup une naturelle, c'est la base duale, du dual de E. Voilà. Et on va regarder, on va poser grand A, ici, égale la matrice de psi b, d'accord, en partant ici de E, et ici de E étoile, d'accord, la base duale de E. Voilà. On va donc dire que A, c'est la matrice de Q dans la base E, ou la matrice de B, selon le point de vue, dans la base E. Voilà. Ça y est, on a réussi à représenter matriciellement Q, ou, si vous préférez, B, dans une base. Voilà. Et maintenant, on va regarder concrètement que vaut A, et on va pouvoir ensuite revenir de A sur B et sur Q. Voilà. Alors maintenant, regardez A, A, à partir de A, vous voyez bien que ici, à partir de A et de la base E, évidemment, on peut retrouver psi B. Donc, par injectivité, on peut retrouver B, et on retrouve Q. Ça y est, on va pouvoir se balader comme on veut. On est dans l'espace Schengen du pentacle. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est regarder les relations entre A et B. Alors, allons-y pour le passage entre la matrice A et la forme bilinéaire symétrique B. Regardez, vous partez de B, qui est une forme bilinéaire symétrique, et bien sûr, il nous faut une base, sinon il n'y aurait pas de matrice, il nous faut fixer une base petit e de grand E. Eh bien, on va montrer que A, c'est tout simplement B de EI, EJ. Et donc, c'est bien dans Sn de R, parce que ça, c'est symétrique, parce que la forme bilinéaire est symétrique. Donc ça, c'est une matrice symétrique. Réciproquement, si A est une matrice symétrique, c'est-à-dire AIJ égale AGI, alors je vais pouvoir retrouver B, B de XY, c'est la somme des AIJ, XI, YJ. D'accord? Pour tout IJ, entre 1 et N, évidemment. Qu'on peut aussi écrire plus agréablement, on va regarder les termes diagonaux, donc AII, XI, YI, et puis on va regrouper les termes non diagonaux de sorte à ce que I soit strictement inférieur à J, mais comme AIJ est égal à AJI, on va regrouper, on va avoir deux AIJ ici, XI, YJ. Voilà. Donc ça, c'est une formule peut-être un petit peu plus pratique que celle-là. Voilà. Alors, on va donner les preuves. Regardez, ici, on veut montrer que A, c'est ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut montrer A, c'était par définition la matrice de psi B pour la base E pour grand E, et E étoile, le dual, pour grand E dual. Donc, ce qu'il faut montrer, d'accord, vous avez psi B qui va de E muni de la base petit e, et E étoile muni de la base E étoile. Donc ce qu'il faut montrer, c'est que psi B de EJ, par définition de ce que c'est qu'une matrice d'une application linéaire, psi B de EJ doit être égal à somme de B, E, I, EJ, donc les coefficients, fois EI étoile, puisqu'ici, on est dans la base étoile, EI étoile. Alors, donc on se pose la question, est-ce qu'on a cette égalité? C'est-à-dire, donc ici, on a ça, c'est censé appartenir à E étoile, c'est-à-dire à des applications linéaires de E dans R. Et donc je vais prendre une base de E, EK, d'accord? Et ce qu'il faut que je démontre, c'est que
ça évalué en EK, c'est égal à ça évalué en EK aussi, quel que soit K de 1 à N. Mais psi B de EJ de EK, par définition de psi B, c'est B de EJ EK. Et quand je vais faire cette somme, et que je vais l'évaluer en EK, eh ben, je vais avoir ici un delta IK, donc il va y avoir que des termes nuls, sauf 1 pour I égale K, et donc ça veut dire que je vais avoir B de EK, EJ fois 1. D'accord ? Donc il faut que je démontre que ça, c'est égal à ça, mais ça c'est évident parce que B est symétrique. Voilà, donc on a bien démontré que A, c'était ça. Voilà. Maintenant, B de XY, eh bien, par définition, c'est quoi? C'est B de somme de XIEI, somme de YJEJ. Donc ça, j'ai juste développé dans la base, X et Y. Maintenant, comme B est bilinéaire, je peux tout développer. Ça fait la somme, donc ça se multiplie comme de la distributivité. La bilinéarité, c'est une espèce de distributivité. Donc ici, il va y avoir les XI, YJ avec B de EI, EJ. Mais B de EI, EJ, par définition, c'est AIJ. D'accord ? Donc ici, j'ai bien ça. Donc j'ai bien cette formule-là. Voilà. Alors, on peut maintenant se balader un petit peu partout. Alors pour terminer cette partie-là, je voudrais quand même faire le point un petit peu sur ce qu'on a fait. On est parti d'une fonction polynomiale de degré 2, homogène de degré 2, de E dans K. Voilà. Bon. Donc c'était le degré 2. Qu'est-ce qu'on fait en degré 2 ? On avait dominé le degré 1 avec les applications linéaires, mais là on passe au degré 2. Et là, regardez, magnifique tour de passe-passe. On passe, grâce à une forme de diffraction, un strabisme, à une forme bilinéaire symétrique de E croix E dans K. Donc le 2 est devenu 1 plus 1, en quelque sorte. Bon, c'est pas génial de dire 2 égale 1 plus 1, mais quand même, là, de le réaliser comme ça, c'est quand même joli. Et en plus, en ajoutant la symétrie, on a une bijection. Là, on interprète une forme bilinéaire, d'accord, en une application linéaire de E dans E étoile, et ça y est, on a psi B qui est linéaire, c'est-à-dire homogène de degré 1. Voilà. Donc, comme ça, on est passé par un grand tour de passe-passe, vraiment là, c'est Gérard Majax, du degré 2 au degré 1. Bon, alors bien sûr, ici, on avait une forme, là, on n'a plus une forme, mais on a quand même du degré 1. C'est extraordinaire. Donc là, maintenant, on est content. On a obtenu une matrice. On a une matrice à partir d'une forme quadratique ou à partir d'une forme bilinéaire symétrique. Mais, c'est là que le bas blesse, c'est que A, cette matrice, dépend d'un truc qu'on a injecté, un corps étranger, qui est la base, le choix, en quelque sorte, d'une base. Alors évidemment, il va falloir voir à quel point A dépend de cette base, et ça va nous amener aux formules de changement de base. Donc allons-y pour le changement de base. Regardez, sur notre petit pentacle, on a ici, entre psi b et A, quand on va de là à là, j'ai mis un petit panneau, attention, choix de base. Et oui, il y a un choix de base. Et en mathématiques, on le sait, un choix de base, en algèbre linéaire en tout cas, c'est jamais innocent, ça nous retombe toujours dessus, si on ne fait pas attention. Donc il faut comprendre un petit peu quel est l'impact de ce choix de base. Alors donc, bon, ça va être des définitions habituelles. Deux matrices A et A' dans Sn de R, ici, vont être dites congruentes si elles représentent la même forme quadratique dans des bases respectives E, E'. Ça veut dire en gros que A', ça va être la matrice de psi B dans E' étoile E', et A, ça va être la matrice de psi B, mais cette fois-ci dans E étoile E. Voilà. Eh bien, la proposition, d'accord,
A et A' sont congruentes si et seulement si il existe P dans GLN de R, tel que A' est égal à P transposé AP. D'accord ? Alors allons-y, on va montrer ça. Ben, on va prendre pour P, donc on suppose qu'elles sont congruentes, on va prendre pour P la matrice de passage de E dans E', qui est évidemment inversible, puisque c'est une matrice de passage, et Q, c'est la matrice de passage de E étoile dans E' étoile. Donc j'écris la définition de A', c'est la matrice de psi B pour ces bases-là, mais maintenant, avec mes formules de changement de base, je sais que je vais avoir la matrice de psi B dans ces bases-là, avec Q-1 là et P là. Mais je sais aussi que Q, cette matrice de passage, ça, c'est égal, on le sait, bon, alors ça, il faut avoir fait un petit cours sur la dualité, hein. Ici, vous pouvez le regarder sur ma chaîne, c'est P transposé moins 1, ou P moins 1 transposé, ça revient au même. Donc ici, on va avoir P transposé moins 1, le tout moins 1, donc ça va faire P transposé AP, et donc on a ce que l'on voulait. Maintenant, ben, la réciproque, la réciproque suit le même chemin, hein, donc on suppose que A' égale P transposé AP. Si A est symétrique, ben, ça va être, on a vu que c'était en lien avec B, on a vu un double lien fort ici. Eh bien, on a B, donc ici on va avoir A qui va être la matrice de psi B dans des bases, ici, et en faisant P transposé à P, on va obtenir ceci. Et donc on va avoir des matrices qui codent dans des bases différentes la même forme B, donc finalement la même forme quadratique. Voilà, alors c'est terminé dans un premier temps. Il faut encore passer par des exemples pour s'acclimater un peu et regarder des classifications. Alors je ne veux pas dire la classification, je vais dire des classifications, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein, des classifications, il y en a autant que de manières de partitionner un ensemble. Voilà, c'est terminé. On va faire un petit résumé des flèches qui sont... Alors, les flèches qui sont en pointillés, ça veut dire que, bon, on y accède, mais de façon non naturelle. C'est-à-dire, par exemple, Q vers A, on commence par faire Q vers B, puis B vers A. Voilà. En fait, B, c'est la forme B qui reçoit le maximum de flèches pleines, hein. Alors, allons-y. Q vers B. Bon, donc ça, c'est la forme polaire. Alors, je vous signale que la forme polaire a une variante. C'est 1/4 de Q de x plus y moins Q de x moins y. B vers Q. Q de x, on retrouve Q à partir de B, en faisant Q de x égale B de xx. B donne psi indice B, finalement. Psi de B ou psi indice B. Donc c'est psi indice B de x, c'est la forme, ça c'est une forme linéaire qui est y donne B de x, y. C'est-à-dire, on met B de x et puis un point d'interrogation, des fois on met un tiret. Donc c'est bien linéaire, hein, parce que B au départ est linéaire à droite. Psi B donne B, tout simplement la fameuse formule dont on s'est servi plusieurs fois, B de xy égale psi de B de x de y. B donne A, A c'est la matrice B de EI, EJ. Mais on a fixé bien sûr une base, parce que là on est en langage matriciel. Et A donne B, donc on a B de xy est égal à la somme pour IJ entre 1 et n de AIJ, XI, YJ. Alors on peut l'écrire aussi en isolant les termes diagonaux, donc AII, XI, YI, et en regroupant donc les termes non diagonaux en mettant un 2 AIJ, XI, YJ et I strictement inférieur à J, parce qu'on utilise la symétrie, c'est-à-dire de A, c'est-à-dire le fait que AIJ égale AJ.
Voilà en gros. Alors bien sûr, si on veut avoir Q, il suffit de poser x égale y dans cette égalité. Alors notez aussi les deux formules, hein. On part de la matrice A et on va construire la forme bilinéaire symétrique B. B de xy est égal à x transposé A y. Voilà. Alors grand X, c'est le vecteur colonne qui représente petit x, grand Y, le vecteur colonne qui représente petit y, ce qui fait que grand X transposé, ça va être un vecteur à ligne ici. Alors, bien sûr, on peut se demander comment on voit que B de xy est symétrique. Ben, c'est que quand on remplace petit y par petit x, et inversement, donc on échange y et x. Ici, on va avoir y transposé à x. Et il faut bien voir que ça, par la règle, en quelque sorte une espèce de règle de Schall, ça, c'est une matrice 1-1. Donc finalement, c'est un scalaire, ce qui est normal, parce que B est une forme. Donc ça, c'est une matrice 1-1, et donc elle est égale à sa propre transposée. Et sa transposée, justement, ça va être... donc par exemple, la transposée de celle-ci, ça va être y transposé A transposé x. Et comme A est symétrique, A transposé c'est égal à A, et donc vous retrouvez que B de xy est égal à B de yx. Et là, c'est la forme quadratique quand on pose y égale x, donc il n'y a pas de problème. Donc on va voir quelques exemples. D'abord, on va voir des exemples sur l'espace standard Rn, hein, d'accord, pour n égale 1, n égale 2, bon après, pour n quelconque, on pourra imaginer. Ensuite, sur les polynômes, par exemple, ça peut être intéressant, et sur les matrices. Voilà, c'est les différents espaces vectoriels standards qui ont chacun leur petite spécificité. Hein. Pour les polynômes, il y a l'évaluation, pour les matrices, il y a la trace, le déterminant, etc. Hein. Et puis pour Rn, il y a juste les formes explicites, il y a la base canonique. Voilà. Alors, allons-y, exemple 1, carrément une forme quadratique juste sur R. On est de R dans R, et bien c'est x donne à x2, voilà. Bon, la forme bilinéaire associée, d'accord, vous dédoublez ce x2, ça devient xy, hein. On a xy donne à xy, et la matrice de la forme quadratique Q dans cette base, dans la base canonique de R, c'est-à-dire 1, on va regarder B de E1, E1, donc ici ça fait A, donc 1, 1, quand on remplace ici par 1 et par 1, ça fait A. Donc c'est une matrice 1, 1 qui vaut juste A. Voilà. Maintenant, exemple 2, alors ça c'est assez rigolo, ça vaut le coup de le faire au moins une fois, comme ça. On va regarder le fameux trinôme, hein, qu'on étudie en lycée, hein. Mais après avoir vu un petit peu un premier cours sur les formes quadratiques. Ici, vous avez ax2 plus bx plus c, voilà. Ça, c'est le trinôme. On va supposer que a est différent de 0 pour que ce soit bien un trinôme. Et puis, on va voir, donc ça, c'est pas une forme quadratique, évidemment, mais la forme quadratique auquel on va associer, c'est en homogénéisant. Et donc, on va mettre une variable d'homogénéisation, c'est y, et là, maintenant, on va avoir une forme quadratique de R2 dans R, qui va homogénéiser ceci, c'est ax2 plus bxy plus cy2. Ça veut dire, je vous rappelle, que si je veux résoudre ça égale 0, ça revient à résoudre ça égale 0 et y égale 1. Bien. Donc il faut savoir faire la matrice ici. Vous pouvez directement passer de la forme quadratique à la matrice, c'est pas difficile. Le A, vous le mettez là, le C ici pour y, et le B, vous le dispatchez, hein, vous le divisez en deux, en B sur 2 et B sur 2. Voilà, c'est comme ça qu'on fait directement de Q vers A.
Et la première remarque qu'on peut faire, c'est que si on regarde le déterminant de cette matrice, eh bien, on reconnaît quelque chose, c'est AC moins B2 sur 4, eh ben, c'est le fameux discriminant, le fameux B2 moins 4AC, mais sur moins 4. Voilà, c'est moins delta sur 4. Donc, ça veut dire que voilà, quoi, il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est-à-dire que le discriminant, qui est un invariant important, qui va nous dire si le trinôme a des solutions ou pas, eh bien, il se réalise comme pratiquement, à une constante près, le déterminant d'une matrice de Q, en tout cas de la matrice de Q, dans la base canonique. Voilà. On peut regarder aussi, on peut s'amuser à regarder ce que donne la fameuse décomposition canonique du trinôme. Donc ça, c'est quelque chose, je sais qu'on le faisait en lycée à une époque, je pense que maintenant aussi. C'est une décomposition de Gauss, finalement. Donc je vous rappelle qu'elle est différente de 0, et que la décomposition du trinôme, ça va être, on va mettre en facteur A. Maintenant, je regarde la décomposition du trinôme, mais homogénéisée. Donc ici, on a cette formule. Là, on a A, facteur de x plus b sur 2ay, 2, moins delta sur 4a2y2. Donc si on était parti de ce trinôme-là, on aurait toujours y égale 1 ici. Et vous reconnaissiez la décomposition canonique du trinôme. Alors, je vais l'écrire autrement. Donc, Q de x, y est égal à ça. D'accord ? Maintenant, donc, c'est une fonction. Alors, qu'est-ce que la fonction qui a x, y donne x ? C'est simplement E1 étoile. D'accord ? Si E1, E2, c'est la base canonique, E1 étoile, c'est la fonction qui donne à x, y donne x, et E2 étoile, c'est la fonction qui a x, y donne y. Donc ici, je remplace avec E1 étoile plus b sur 2a, E2 étoile carré, moins delta sur 4a. J'ai développé le a, entre parenthèses, E2 étoile carré, voilà. Et là, dans le dual, je vois apparaître une nouvelle base. Donc, je vais regarder, et je vais poser Q, la matrice de passage, de E1 étoile, E2 étoile, vers, si c'est un plus, E1 étoile plus 2b sur 2a, E2 étoile, et E2 étoile. C'est ce que je vois ici, et ici. Donc maintenant, je vais dire, donc ça, c'est la base duale de 1, E2, et ça, je vais dire que c'est la base duale de F1, F2. D'accord ? Donc ça, F1, F2, ça va être pour moi la base antiduale de ça. Alors, oui, alors regardez, ici, c'est bien une base, parce que la matrice de passage, ici, c'est bien une matrice inversible. C'est 1, on l'écrit en colonne, 1, B sur 2A, 0, 1, ça c'est inversible, donc ça reste bien une base. Bien. Donc maintenant, si j'appelle P, comme dans les notations qu'on avait dans le premier cours, si j'appelle P la matrice de passage, cette fois-ci, des bases antiduales, ici, eh bien je sais que P, c'est Q transposé moins 1. Voilà. Donc Q, c'est ça. Et les formules de changement de base nous donnent que la matrice de Q dans la base F, c'est P transposé, matrice de Q dans la base E, fois P. Et la matrice de Q dans la base E, c'est ceci. Voilà. Alors, vous voyez que P, on n'a pas... Oui, on peut l'inverser, c'est pas difficile, mais bon, le mieux, c'est plus naturel de passer P de l'autre côté, et ça va faire A, B sur 2, B sur 2, C. On va avoir P transposé moins 1, c'est-à-dire Q, ici. Donc je recopie Q, et ici, j'ai Q transposé. D'accord ? Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Là, ici, je vais avoir donc la matrice de Q dans la base F. Là, on a A, F1 étoile carré, moins delta sur 4A, F2 étoile carré. Voilà. Donc ici, quand vous voulez votre matrice, ça va être A, 0, 0, bien sûr, toujours une matrice symétrique, évidemment, et moins delta sur 4A. Donc finalement, on constate que la décomposition canonique du trinôme, c'est une forme de diagonalisation, si on veut, mais pour la congruence, non pas pour la conjugaison, c'est-à-dire pas pour la similitude. Voilà, c'est intéressant, on a vu notre premier changement de base. On aurait pu aussi ici regarder un changement de base. Pour là, imaginons que A soit positif. Supposons que A soit positif, ici. D'accord, on est sur R.
qu'est-ce qu'on a? On va avoir la matrice de notre forme quadratique, ici, c'est Q. Dans la base, ben, on va prendre 1 sur racine de A. Ben, ça va être du coup 1 sur racine de A fois A fois 1 sur racine de A. Et donc, ça va être juste 1. Voilà. Et si A avait été négatif, ben, on aurait racine de moins A ici. Et à la fin, on aurait moins 1. Donc ça, c'est assez intéressant. D'accord ? Parce que ici, on aurait racine de moins A, toujours A ici, racine de moins A. Donc quand on fait le produit, ça fait moins A, et A sur moins A, ça fait moins 1 ici. Donc ça va faire selon soit plus 1, soit moins 1, selon si A est strictement positif et A négatif. Voilà, des petites choses intéressantes. Et maintenant, on va passer, par exemple, aux polynômes. Alors, sur les polynômes, il y a des spécificités, comme je vous le disais. D'abord, l'évaluation et l'intégration. Alors, on va commencer par l'évaluation. Eh bien, regardez, vous avez E, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n, et on va prendre k réel, alpha i de 1 à k. Eh bien, j'affirme que l'application, la fonction q qui a p de e, associe la somme pour i allant de 1 à k de p de alpha i au carré est une forme quadratique. Alors là, c'est un peu nouveau parce qu'on n'a pas directement la forme en fonction des coordonnées de p. C'est pas donné. Mais on peut quand même affirmer que ceci, c'est homogène de degré 2 en P. Et si on n'est pas convaincu, malgré quand même l'évidence, on peut le faire en inventant, et c'est pas difficile à inventer, la forme polaire. Alors, quand vous inventez la forme polaire, face à quelque chose d'explicite, finalement comme ça, ne le faites pas avec la formule de la forme polaire. La formule de la forme polaire, c'est-à-dire q de x plus y moins q de x moins q de y sur 2, c'est pas une bonne formule pour calculer explicitement le b. Là, regardez, il faut le deviner par strabisme, par diffraction. Ici, p au carré, vous le transformez en pq. D'accord ? Donc vous allez transformer ce p de alpha i au carré en p de alpha i, q de alpha i. Et là, qu'est-ce que vous constatez ? Eh bien que c'est bien symétrique, que c'est bien linéaire en p, linéaire en q, ça c'est évident, et enfin que q de p, c'est b de p, p. Voilà. Et donc, q devient une forme quadratique. Voilà une façon élégante de le montrer, sans avoir à utiliser des choses horribles. Alors, maintenant, si on veut avoir une matrice de Q, par exemple dans la base canonique de E, parce que E est uni d'une base canonique, 1, x, jusqu'à dimension n plus 1, donc jusqu'à xn, si k est égal à n plus 1 et les alpha i 2 a 2 distincts, eh bien j'ai les polynômes interpolateurs de Lagrange, ça je le sais, Li de alpha j, c'est 0 si i est différent de j, et 1 si i égale j, c'est-à-dire le symbole de Kronecker, delta ij. Donc quand je vais calculer b de li, lj, c'est facile de voir que ça fait delta ij. Ici, ça fait 0. Tous les termes seront nuls si i est différent de j, et il y aura un terme non nul justement pour i quand i égale j. Voilà. Parce qu'on aura 1, 1. Il y aura une coïncidence des deux 1. Voilà. Sinon, tous les termes seront nuls, donc ça fera 0. Donc ici, ça fait delta ij, ce qui veut dire que la matrice de Q, ou de B, si vous préférez, dans la base L, parce qu'on va avoir une base des polynômes interpolateurs de Lagrange, eh bien, c'est justement l'identité, puisqu'il va y avoir des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc ça, c'est la matrice identité. Voilà. Alors maintenant, si on veut la matrice de Q dans la base canonique,
Donc il faut prendre P, la matrice de passage de la base canonique vers la base L, d'accord, et regarder, maintenant il faut regarder l'inverse, hein, puisque là on l'a dans la base L et on la veut dans la base X, et ça va nous faire cette formule-là, P transposé moins 1, P moins 1. Alors bien sûr, pourquoi? Parce qu'ici, il est caché identité. D'accord? Donc, par rapport à la vraie formule. Voilà, donc ça c'est des choses assez intéressantes, assez élégantes, assez spécifiques. Ça, on n'aurait pas pu faire ça dans n'importe quel espace vectoriel, c'est spécifique à l'espace vectoriel des polynômes. Maintenant, dans l'espace vectoriel des polynômes, vous avez aussi des intégrations. Alors ici, vous avez des formes quadratiques de la forme P, donne somme de 0 à 1 de P2 de T dt. Alors des fois, vous aurez de A à B, des fois, vous aurez aussi un polynôme qui va venir se rajouter ici en facteur, là. Bon. Voilà. Alors le tout, c'est de faire comme on a fait ici, pour montrer que c'est une forme quadratique, inventer par strabisme la forme polaire associée, ne pas le faire avec la grosse formule horrible de polarisation, mais vous pouvez l'inventer. Ce P2 devient PQ, et puis c'est linéaire à gauche, c'est linéaire à droite, c'est symétrique, et quand on fait P égale Q, on retrouve la forme quadratique Q. Alors, donc ces situations sont des situations, on va dire, standards, hein, qu'il faut bien photographier, hein, c'est bien connu, avec des formes quadratiques, avec l'évaluation, avec l'intégration, et ces exemples vont nous suivre tout au long du cours. Alors, encore une dernière salve d'exemples avec l'espace E des matrices carrées, hein, sur R. Bon, toujours pareil, ce qu'on dit sur R, on pourrait le dire sur n'importe quel corps K de caractéristiques différentes de 2 pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Alors, on va prendre Q de E dans K. Q de M est défini par trace de M au carré. Ça, c'est intéressant. Et le fait que ce soit au carré, ça va être du degré 2, hein, voilà. Si on doit faire un calcul explicite, on a deux façons, hein, de voir ça, soit l'exprimer avec un calcul explicite en fonction des coordonnées. Là, ici, on a encore une base canonique, c'est la base des matrices élémentaires, et les coordonnées, c'est justement, dans cette base, c'est les coefficients, hein, ce qu'on appelle les coefficients de la matrice. Donc, si M, ses coefficients, c'est Nij, M2, ses coefficients, c'est Nij, avec Nij égale somme de K égale 1 à N de Nik, Nkj, d'accord? Et donc, quand on va faire la trace de ça, donc Q de M, c'est la trace de cette matrice-là, donc c'est la somme des Nii, par définition. Donc ça veut dire que je vais poser J égale I là-dedans, et donc ça va faire somme de IK, hein, donc IK compris entre 1 et N, évidemment, hein, voilà, de NIK, NKI. Voilà. Maintenant, donc là, exprimé comme ça, on voit bien que c'est un polynôme en les coordonnées de degré 2 et homogène. Donc c'est bien une forme quadratique. Mais on peut se rassurer, avec une forme bilinéaire symétrique associée, la forme polaire, B de Mn, eh ben, on va essayer de l'inventer, trace de M2, bon, voilà, dédoubler M, et ça va devenir trace de Mn. Et maintenant, il faut vérifier, c'est linéaire à gauche, c'est linéaire à droite, ça c'est évident, parce que la trace est linéaire, et la multiplication à gauche et à droite est linéaire aussi. Et aussi, il faut vérifier la symétrie, ça c'est important, et là c'est pas tout à fait évident, il se trouve que ça, cette forme-là, est symétrique, trace de Mn est égale à trace de Nm, ça se fait avec un petit calcul, comme ça en fait, hein, de ce genre-là, avec deux éléments au lieu de prendre du carré, mais ça se fait, voilà, hein, donc on montre que c'est symétrique. Et maintenant, c'est intéressant de regarder psi b, c'est-à-dire là ici, c'est l'application linéaire, donc ça, je vous rappelle que ça c'est dans L de E étoile, qui a une matrice A, associe psi b de A, donc ça c'est défini par E dans R, qui, donc ça va être une forme linéaire,
qui a B associe ben forcément B, petit b de AB, donc trace de AB. Voilà. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va montrer que c'est un iso, d'accord? Pourquoi? Parce que comme les dimensions ici sont égales, il suffit de montrer que c'est injectif. Et pour montrer que c'est injectif, comme c'est un morphisme, on sait que psi b c'est un morphisme, c'est linéaire, eh bien, il suffit de regarder le noyau. Donc on va regarder les matrices A telles que psi b de A égale 0. Ça veut dire quoi psi b de A égale 0? Ça veut dire que la trace de AB est égale à 0, quel que soit B. Et en particulier, si c'est égal à 0, quel que soit B, je vais le regarder sur les matrices élémentaires. C'est normal, ça va me donner le moins de calculs possible. Donc je fixe une matrice élémentaire, EIJ, ici, et je dis que trace de A EIJ est égale à 0, pour toute l'IJ. Alors, je vais d'abord calculer A EIJ. Alors, plutôt que de le faire matriciellement, vous voyez, parce que ça c'est une matrice, on va écrire des A, ici on va écrire des trucs, c'est horrible, hein, c'est visuellement pas concevable, quoi. Bon, donc il vaut mieux l'écrire formellement, avec du calcul formel. Ici, A, bah, c'est la somme des... On écrit A dans la base des matrices élémentaires. Donc j'écris A, somme de KL, de AKL, EKL, que je multiplie par EIJ, et je distribue EIJ sur la somme. Et donc là, j'associe. Maintenant, je connais les formules de multiplication des matrices élémentaires. C'est delta LI EKJ, une espèce de relation de Chasles avec un Kronecker. Alors là, on a delta LI hein, qui vaut 1 ou 0 selon si L est égal à I ou pas. Donc on va prendre L égale I, ça fera 1. Le reste, on l'oublie. Donc ça veut dire que L, maintenant, il est fixé sur I. On va remplacer ici AKL par AKI, d'accord? Et L disparaît, parce que le reste, ça donne des termes nuls. Donc voilà, hein. Et là, maintenant, on a une forme acceptable pour A, E, I, J, sans avoir eu à faire des choses horribles. Des calculs matriciels visuellement non concevables. Donc ici, je vais pouvoir prendre la trace, d'accord? Et la trace, ben, comme la trace est linéaire, on va avoir la trace de EKJ, d'accord, qui va apparaître comme ceci. Et la trace de EKJ, c'est facile de voir que c'est delta KJ, symbole de Kronecker. Donc pareil, je vais prendre pour KJ ici, et donc tous les autres termes seront nuls, et donc j'ai que cette trace-là, bah, c'est simplifié en juste AJI. Donc maintenant, comme ça, c'est nul, par hypothèse, eh bien, ça veut dire que AJ est nul, mais quel que soit IJ, donc ça veut dire que A est nul. Donc le noyau est réduit à 0, on a l'injectivité par égalité des dimensions, psi b et ISO. D'accord ? Voilà, c'était une jolie chose, on reviendra dessus, c'est quand même quelque chose d'assez classique. On dit que la forme trace est non dégénérée. Voilà. Alors, le déterminant maintenant. Déterminant, eh bien, en général, il est de degré n. D'accord ? Le degré n, en les coefficients de la matrice. Donc, c'est pas une forme quadratique, sauf si n égale 2. D'accord ? Voilà. Et là, ben voilà, ben, on a une forme quadratique. Vous voyez, c'est AD moins BC. C'est bien hein, un polynôme homogène de degré 2 dans les coefficients. Voilà. On pourra revenir dessus aussi tout au long du cours. Alors, maintenant, on va continuer avec la notion d'orthogonalité. Hein. Alors, on est dans, il faut faire attention, on est dans une orthogonalité, il va y avoir plusieurs orthogonalités. Hein. Il y a l'orthogonalité qu'on connaît tous, qui est dans notre vie courante, qui nous suit partout, c'est l'orthogonalité dans un espace euclidien, donc là, avec les angles droits, etc., donc c'est comme ça qu'on l'imagine. Il y a l'orthogonalité dans le dual, c'est-à-dire que l'orthogonale d'un sous-espace, c'est pas un orthogonal qui est dans le même sous-espace, il est dans l'espace dual, c'est l'ensemble des formes
qui s'annule sur ce sous-espace, hein, et qu'on note justement F orthogonal. Et maintenant, il va y avoir l'orthogonale pour une forme quadratique, ou disons pour une forme bilinéaire. Voilà, alors allons-y. Bon, là, la forme bilinéaire est symétrique. Hein. La définition. On a E, un espace réel, Q, une forme quadratique. Je vous rappelle le petit schéma. Voilà, il est bien ce petit schéma. Faut bien avoir en tête Q, B, psi B, A. C'est en fait l'ensemble des points de vue que l'on peut avoir sur la forme quadratique, et selon le problème, eh ben, on adopte tel ou tel point de vue. Voilà, c'est à ça que ça sert. Alors, allons-y. On a une définition, soit F un sous-espace vectoriel de E, ce qu'on va appeler l'orthogonale pour B de F, donc il est noté comme ça, F orthogonale indice B, bon, voilà, c'est l'ensemble des X dans E, tel que quel que soit Y de F, B de XY est égal à 0. Voilà. Donc, évidemment, ça va être un sous-espace vectoriel hein, de E, de la même manière que F orthogonal, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un sous-espace vectoriel de E étoile. Et en fait, c'est le dual hein, qui va nous aider à comprendre mieux ce sous-espace. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que dans notre petit synopsis ici, bon, évidemment, on part de la forme quadratique Q. Vu la définition de F, bah, on se dit que le bon point de vue, c'est regarder B. Mais en fait, pour comprendre déjà, ne serait-ce que la dimension de ça, eh bien, le bon point de vue, ça va être psi B. Alors, regardez, on a, si j'appelle psi B, hein, donc je rappelle que psi B, c'est l'application linéaire qui va de E dans E étoile, qui a X donne psi B de X, et psi B de X, c'est la forme B de X machin, c'est-à-dire la forme qui a Y donne B de X Y, d'accord, qui est bien linéaire. Voilà. Je vous rappelle que là, c'est linéaire parce que B est linéaire à gauche, et que ça va bien dans E étoile parce que B est linéaire à droite. J'appelle donc, comme je disais tout à l'heure, F orthogonale, qui va être l'espace des phi telles que phi de y, donc des formes linéaires phi, telles que phi de y égale 0 pour tout y dans f, d'accord? Ça, je sais des choses là-dessus, hein, parce que, bon, ben voilà, quand on arrive dans cette leçon, on est censé connaître des choses sur le dual, et sur le dual, on sait que l'orthogonale est de dimension, la codimension de f, c'est-à-dire n, si E est de dimension n, c'est n moins lim de f, hein, d'accord? Alors, ici, on va avoir tout simplement que f orthogonal pour b, c'est égal à psi b moins 1 de f orthogonal, c'est-à-dire l'image réciproque de f orthogonal par psi b moins 1. Bon, regardez, x appartient à f orthogonal pour b, si et seulement si, par définition, quel que soit y dans f, b de xy égale 0, si et seulement si psi b de x, voilà, qui est défini comme ceci, s'annule sur f, donc appartient à f orthogonal. Donc c'est que des si seulement si. Donc ça veut bien dire qu'on a que si et seulement si x, si vous voulez terminer en beauté, si et seulement si x appartient à psi b moins 1 de f orthogonal, et voilà. Donc on a bien cette égalité avec ces si et seulement si. Donc maintenant, on s'intéresse un peu plus à ce psi b, et là, c'était l'image réciproque. Est-ce que c'est un isomorphisme? Bon, en général, non. Et là, le bon point de vue, vous voyez qu'il est là, parce que l'isomorphisme, c'est le déterminant de A qui nous dit ça. Hein. A est une matrice carrée, puisqu'on va bien d'un espace vers un espace de même dimension. Ici, on a une base. On va fixer ici la base duale, et là, on a la matrice A de psi b, et psi b est un iso si seulement si le déterminant de A est différent de 0. Bon. Donc, il est judicieux d'introduire une définition. Si psi b est iso, ce qu'on peut vérifier avec le déterminant de A, eh bien, on dit que B est non dégénéré. On dit aussi que Q est non dégénéré. Voilà. Alors, bon, évidemment, on peut avoir
A, on sait que c'est une matrice symétrique, mais on peut avoir des matrices symétriques de déterminants nuls. Hein, donc des formes dégénérées, ça il y en a. Et des formes non dégénérées, il y en a aussi. Il y a des matrices symétriques de déterminants non nuls. Alors, j'affirme le théorème que si B est non dégénéré, alors la dimension de l'orthogonale pour B de F, c'est dim de E moins dim de F. Alors la preuve, oui, regardez, ça, c'était ici l'image réciproque de F orthogonale, mais maintenant, c'est plus l'image réciproque. À partir du moment où psi B est iso, il a un inverse, donc c'est l'image de l'inverse. Vous voyez, il y a une petite nuance entre l'image réciproque, qui est quelque chose de global, et l'image de l'inverse. L'inverse, c'est quelque chose qui vous apporte, qui crée une application point par point, et qui elle-même est bijective. Donc ici, comme psi b-1, c'est un isomorphisme aussi, eh bien, il respecte les dimensions, et on a cette dimension qui est égale à la dimension de F orthogonale, et là, on est censé savoir à ce stade que la dimension de l'orthogonale, c'est la codimension de F. Voilà, alors maintenant on en est là, on a F orthogonale pour B qui a la bonne dimension pour être un supplémentaire de F. En tout cas, il a la bonne dimension. Mais c'est comme le noyau et l'image. L'image a une bonne dimension, d'après la formule du rang, quand on a par exemple un endomorphisme, eh bien l'image a la bonne dimension pour être un supplémentaire du noyau. Mais en général, ils sont pas supplémentaires. C'est exactement ce qui va se passer ici, c'est-à-dire que on n'aura pas toujours, il y a des situations où ça va marcher, mais on n'aura pas toujours F et F orthogonale B supplémentaires. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va voir qu'on peut avoir une forme non dégénérée tout en ayant des sous-espaces qui sont orthogonaux, mais pas en somme directe. Et pourtant, au niveau des dimensions, les choses coïncident bien. Bon, alors regardez, vous avez cet exemple, vous prenez Q, la forme quadratique, Q de xy égale x2 moins y2. Donc ça, c'est bien une forme quadratique. On a un polynôme en xy sur R2, qui est homogène, de degré 2. Et maintenant, on va prendre B ici. Qu'est-ce que c'est que la forme polaire? Pareil, donc vous faites du dédoublement ici, ça va être x, x' moins y, y'. Si vous voulez voir quelle est la matrice dans la base canonique de R2, eh bien là c'est facile, vous pouvez la voir directement à partir des coefficients. Ce 1 là devant x2, il est ici, le moins 1 devant y2, il est ici, et les termes antidiagonaux, c'est 0, en fait c'est 0 divisé par 2, parce qu'il n'y a pas de terme en x, y. S'il y avait eu un terme b en x, y, on aurait eu b sur 2 ici. Voilà. Vous remarquerez que le déterminant de A est non nul, puisqu'il vaut moins 1, et donc Q est non dégénéré, ou si vous préférez, B, la forme polaire, est une forme linéaire symétrique non dégénérée. Voilà. Bon, alors maintenant, comme on est en dimension 2, on va regarder l'orthogonale d'une droite. L'orthogonale d'une droite, on va prendre un vecteur directeur, donc non nul, AB, et on va regarder la droite D engendrée par le vecteur AB. Qu'est-ce que c'est que l'orthogonale pour B? Alors attention, B, ça c'est un réel, mais B c'est la forme quadratique, donc il y a une petite nuance ici, donc la notation n'est pas optimale. Bon, D orthogonale, c'est l'ensemble donc des éléments qui sont orthogonaux à AB. Pour être orthogonal à D, il suffit d'être orthogonal juste à AB, c'est juste par linéarité de la forme polaire. Et donc c'est l'ensemble des éléments qui sont orthogonaux ici à AB. Donc ça peut s'écrire AX moins BY ici égale 0. Voilà donc la condition. C'est l'ensemble des XY qui vérifie ça. Alors maintenant, vous avez finalement ça, on connaît un vecteur directeur de cette droite vectorielle, c'est le vecteur BA, qui est non nul aussi évidemment.
Et le vecteur BA, ben, géométriquement, c'est facile, c'est juste le symétrique par rapport à la première bisectrice, ou par rapport à la seconde bisectrice aussi. Donc, vous avez, voilà la droite D, par exemple, c'est cette droite-là verte, et ici, vous avez l'orthogonale, c'est la droite bleue, l'orthogonale pour B. Évidemment, ça nous change de notre forme euclidienne habituelle, où l'orthogonale serait portée par moins BA, donc serait vraiment à angle droit, comme ceci. Alors, bah, là, comme ça, quand je prends ces deux droites, elles sont effectivement en somme directe. Vous voyez déjà que l'orthogonale d'une droite, c'est une droite. Donc finalement, on a le respect de la codimension, dont on avait parlé du théorème de tout à l'heure. Mais il y a des cas où la droite est orthogonale à elle-même. C'est-à-dire, regardez, vous prenez le vecteur 1, 1, d'accord, et vous regardez donc la première bisectrice, bah, son orthogonale, bah, ça va être la symétrique par rapport à la première bisectrice, donc c'est elle-même. Elle est orthogonale à elle-même, donc elle n'est pas en somme directe avec son orthogonale. Voilà. Donc ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'isotropie, c'est-à-dire que le vecteur 1, 1, vérifie bah, Q de 1, 1 égale 0, c'est-à-dire B de 1, 1, 1, 1 égale 0, donc 1, 1 est orthogonal à 1, 1. Bon, voilà. Donc l'orthogonale d'une droite, c'est toujours une droite, dans le plan, évidemment, parce que c'est non dégénéré, mais ça peut être elle-même. Voilà. Et dans ce cas-là, et pareil quand on prend le vecteur 1, 1, donc la seconde bisectrice. Voilà. Donc vous avez une petite idée du côté contre-intuitif de la chose quand on a l'habitude des espaces euclidiens. On fera le point sur les espaces euclidiens. Et là maintenant, on a besoin d'un théorème pour voir quand est-ce que les deux sous-espaces sont bien en somme directe. Ce serait quand même dommage de louper ça. Donc, il nous faut une condition. Alors, soit Q non dégénéré, donc on va partir de Q non dégénéré, F un sous-espace de E, alors les conditions suivantes sont équivalentes, F et F orthogonale pour B sont en somme directe, si et seulement si F inter son orthogonale pour B est nul, si et seulement si la restriction de Q à F est non dégénérée. A. Alors, d'abord, ça demande un petit peu de commentaires. Le fait que Q soit non dégénéré ne va pas impliquer que sa restriction à un sous-espace est encore non dégénéré. De la même manière que quand vous avez une matrice de déterminants non nuls, une matrice carrée, vous pouvez trouver des sous-matrices, d'accord, de cette matrice, même des sous-matrices principales, qui sont de déterminants nuls. Voilà, donc c'est exactement la même chose qui va se passer. Alors ça aussi c'est encore contre-intuitif parce qu'on a toujours, on se dit, ben, si par exemple une application linéaire est injective, alors toutes ces restrictions sont injectives. Mais là, c'est pas pareil. Donc on va regarder un petit peu ça. Alors regardons cette preuve, on veut montrer que les conditions sont équivalentes. Donc 1 est équivalent à 2, ça c'est évident. Étant donné que la dimension de f est égale à la codimension de son orthogonale, et inversement, bien sûr, eh bien, ils sont en somme directe si et seulement si l'intersection est nulle. Ça, donc 1 est équivalent à 2, ça c'est clair. Ça c'est bien connu sur les sous-espaces en somme directe, avec la dimension. Maintenant, on va essayer d'interpréter le fait que la restriction de Q à F, donc évidemment, comme E est muni d'une forme quadratique, donc vous avez une forme quadratique, donc Q va de E dans R, et ben vous avez aussi une forme quadratique de F dans R, qui va donner lieu à une forme bilinéaire ici, d'accord, donc elle va rester quadratique, évidemment, et elle va donner lieu à un phi ici qui va aller de F dans F étoile. Et tout est là, d'accord. Tout est dans le fait que c'est pas parce que l'application qui va de E dans E étoile associée à Q est iso que ici on va avoir un iso. C'est une condition qu'on va avoir. Regardez sur le contre-exemple quand vous allez prendre pour F la droite engendrée par 1, 1, eh bien ça va être tout simplement 0. D'accord ? Ça va être tout simplement 0, alors qu'ici on a un iso. Bien.
Alors regardez, on prend f ici, donc Q sur f est non dégénéré, si et seulement si, cette application phi est ISO. D'accord? Donc je vous rappelle que l'application a x maintenant dans f, qui associe b de x truc dans f étoile, est ISO. Alors, est ISO, comme il y a même dimension là et là, c'est si et seulement si phi est injective, d'accord, d'après la formule du rang. Donc phi est injective si et seulement si, comme elle est linéaire, son noyau est nul. Bon. Si et seulement si. Alors qu'est-ce que c'est son noyau? Son noyau, c'est les x de f, d'accord, tel que phi de x égale 0, c'est-à-dire tel que bxy égale 0, quel que soit y dans f. D'accord? C'est-à-dire que ce que j'ai exprimé là, c'est simplement que b de x truc est nul sur f. D'accord? Voilà. Eh bien, on veut que ce soit égal à 0, mais ça veut dire que c'est les x de f qui sont orthogonaux à f, pour la forme b. Donc c'est bien si et seulement si f inter fb orthogonal est égal à 0. Donc ça veut dire que ça, c'est équivalent à ça, qui est lui-même équivalent à ça. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a un petit souci dans la représentation géométrique que l'on se fait de l'orthogonalité. Donc maintenant, ça me permet de faire une transition, parce que maintenant on a besoin de se rassurer avec des formes qui vont toujours vérifier ceci, ces conditions, et ça va être les formes qu'on appelle définies. D'accord ? Des formes où cette condition est toujours vérifiée, ce sont les formes définies, et en fait en particulier les formes définies positives qui nous permettent de définir les produits scalaires. Et ça, les choses vont rentrer dans le bon ordre, d'accord ? Mais il faut connaître quand même bien le cas général au niveau de l'agrégation, même de l'agrégation interne. Voilà.